La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Début 2016, Médecins sans frontières conçoit et construit la Linière, un camp destiné à héberger 2500 personnes exilées qui jusque-là vivaient dans la boue d'un sous-bois à Grande-Synthe, dans le nord de la France. Damien Carême, le maire de la ville, entame alors un véritable bras de fer avec l'État et son représentant local, le préfet du Nord. Grâce à l'engagement du maire et des employés municipaux, grâce aussi à la collaboration d'une équipe d'architectes et de nombreux acteurs associatifs et militants déjà sur place, le camp est enfin inauguré en mars 2016. Grande-Synthe devient alors un modèle de ville accueillante et hospitalière. Naissance et embrasement du premier camp humanitaire d'urgence en France, deuxième partie. La ville accueillante, c'est celle tout simplement qui fait place à tous. Mais il y a toujours cette notion de l'espace gratuit, de l'espace donné, de l'espace non approprié, pour qu'il soit appropriable, justement. Bonjour, donc je suis Cyril Anappe, architecte, docteur en architecture. Je suis à la fois praticien et enseignant à l'école d'architecture Paris-Belleville. À partir des années 2010, il y a eu tout un champ de réflexion qui s'est fait sur les camps, de manière générale. Et justement, le camp comme zone urbaine. Et donc oui, la Linière, c'est venu à ce moment-là. On avait travaillé assez fortement sur la jungle de Calais. On en avait fait le relevé. Le fait d'avoir un plan, d'avoir un relevé, ça permettait de dire, ben non, c'est compliqué, mais c'est bien un lieu qui a une existence. Il y a des rues, il y a des noms de lieux, il y a des bâtiments divers, et c'est bien un fait urbain, et il importe de le reconnaître. J'avais cette phrase toujours qui disait, oui, un camp, on sait quand on l'ouvre, mais on sait jamais quand on le ferme. Et puis il y a certains camps qui sont devenus des villes, avec cet exemple de Rome, tout simplement, où Romulus et Rémus avaient construit un camp. Quand on va d'ailleurs sur le forum, on voit la maison de Romulus et Rémus, et on voit dans l'aménagement des lieux qu'il s'agit très clairement d'un camp. Moi j'avais dit au départ, avec MSF d'ailleurs dans la conférence de presse, là on part avec un camp de 2000 personnes, mais au fur et à mesure on va le restreindre. Bien, Damien Carême, je suis aujourd'hui député européen depuis 2019, et avant cela j'étais maire de Grande-Synthe entre 2001 et 2019. À terme j'espère qu'il n'y aura plus personne et que ce camp n'aura plus lieu d'être. De toute façon, il faut le penser comme s'il durera toujours. Et ça c'est un principe d'ailleurs même de développement durable. Ça, oui, encore une fois, on sait quand on l'ouvre et on ne sait pas quand on le ferme. Donc, si tu veux, tu le fermeras un jour, mais on le pense en tout cas pour qu'il fonctionne de manière aussi proche que possible sur un modèle de ville qui puisse se transformer en ville. De facto, c'était plutôt on pouvait dire que c'était un nouveau quartier. L'autre grande qualité, l'autre grande force, c'était que ces maisons, elles étaient très simples, mais elles pouvaient être transformables, améliorables, et extensibles, etc. Et donc très vite, en fait, ces maisons commencent à être un peu customisées, transformées. Bon, ça c'est le relevé qui avait été fait par les étudiants. Voilà, ça c'est la maison de base, et puis les gens commencent à dessiner des extensions. Et ça, voilà, ça c'est toute une période assez marrante. Vous voyez, là, par exemple, ils s'étaient fait toute une petite entrée, une petite varangue. Il y avait des maisons où il y avait beaucoup d'amour dans le lieu, quoi, qui était pensé. Et ça c'est quelque chose qui se développe pendant tout le temps où c'est Utopia 56. Et puis après, quand c'est l'État qui reprend la main et la FJ, il y a un retournement radical où ils cassent tout ça. C'est une association, c'est Utopia 56 qui a coordonné ce qui se passait sur le camp avec les tiraillements habituels qu'on a dans la vie associative. Voilà, c'était assez compliqué, assez tendu. Moi, je dois les remercier parce qu'ils ont fait un gros boulot à ce moment-là que personne n'avait peut-être envie de faire ou ne savait faire ou s'était proposé à faire. Donc c'était plutôt bien ce qu'ils ont fait. MSF ne souhaite pas assumer la coordination du camp. Et c'est donc Utopia 56, jeune association fondée par une équipe expérimentée dans la gestion d'hébergements temporaires en festival, qui relève ce défi. Mais 2 mois plus tard, dans le jeu de négociation entre la mairie et l'État, un autre acteur est imposé pour gérer le camp. Et c'est comme ça que le 31 mai,
elle est venue, Emmanuel Cos, avec Cazeneuve, et on a signé une convention de gestion du camp. Et là, ils ont demandé qu'il y ait une association qui gère le lieu, une association reconnue, entre guillemets. Donc c'est la FEJ chez nous qui a été désignée, qui est une association historique dans le domaine social sur la région Nord-Pas-de-Calais, et qui a fait les choses avec les règles qu'on lui imposait, mais qui en avait peu finalement, puisque c'est moi qui dictais les règles. Moi, je n'ai pas laissé l'État. Par exemple, l'État voulait un camp fermé, j'ai dit c'est hors de question, on ne ferme pas, c'est pas une prison. Les gens, ils vont et viennent comme ils veulent. On bascule complètement dans autre chose, hein, puisque la FEJ, eux, ce qu'ils savaient gérer, c'était des maisons de retraite. Et tout d'un coup, ils se sont mis à gérer le camp comme une maison de retraite. Donc, ce qui à tous les niveaux avait des implications extrêmement lourdes, extrêmement délétères, qui ont participé, parce que c'était vraiment pas la cause unique, mais aux problèmes qui sont apparus dans le camp. C'est-à-dire, ils arrivent et ils disent c'est pas aux normes, à la française, c'est dangereux. C'était pas du tout dangereux, mais c'est dangereux, il faut le casser. Et donc, et tout d'un coup, toute cette qualité urbaine, des extensions, de ces espaces entre deux, ces régulations du privé vers le public, etc., et ben, va peu à peu disparaître, et on va se retrouver de nouveau avec des boîtes un peu... Alors, on garde l'aménagement un peu, mais ces boîtes redeviennent des espèces de boîtes en boîte assez stériles dans leur expression. Et puis après, il y a d'autres choses qui apparaissent sur la gestion. C'est-à-dire que Utopia 56 a reposé beaucoup sur la participation, notamment sur les questions de propreté du camp. Et quand c'est la FEJ qui reprend, il n'y a plus de question de participation, de dialogue avec les habitants. Et on va faire travailler des gens qui ont d'ailleurs souvent eux-mêmes leurs propres problèmes, parce que c'est plutôt des contrats un peu d'insertion, etc. Et qui se retrouvent avec une tâche absolument gigantesque d'entretenir un lieu qui n'est pas entretenu. J'ai commencé à voir un peu les prémices de la mafia, un peu des passeurs, c'est-à-dire que quand des gens pouvaient et passer finalement en Angleterre, leur abri était fermé à clé. Généralement, ils partaient avec la clé au cas où ils pouvaient pas partir et revenir, quoi, finalement. Moi, je m'appelle Angélique Muller et je suis infirmière de formation initiale et j'ai commencé avec Médecins sans frontières en 2012. Et comme personne ne savait si les gens étaient vraiment partis ou pas partis, on a vu s'immiscer un petit, des business un peu souterrains où les passeurs prenaient tout de suite, la mafia, les passeurs prenaient tout de suite les abris qui avaient été libérés par les personnes, claquaient le cadenas, récupéraient et commençaient à faire payer, en fait. Il y a des situations qui commençaient à échapper au contrôle, quoi, en fait, mais au contrôle de tous et de ceux qui géraient sur place aussi. Tout ça, c'est des dynamiques globales, c'est-à-dire qu'à un moment, quand il n'y a plus de dialogue, par exemple, quand effectivement les habitants ne peuvent plus discuter avec les gestionnaires du camp ou dans un rapport extrêmement distant, etc., effectivement, il y a d'autres systèmes de pouvoir qui prennent la place. Alors après, il y avait en plus cette ligne terrible qui avait été imposée par le gouvernement. À chaque fois qu'une maison était vide, elle était enlevée du camp. Alors, le camp se réduisait au fur et à mesure, 1330 au mois de mars, 700 au mois d'août. Donc on voyait bien que finalement, même s'il y en a qui arrivaient tout le temps, ça partait beaucoup plus vite vers l'Angleterre, où beaucoup aussi ont demandé l'asile. Parce qu'une fois qu'on a amélioré leurs conditions d'accueil, ils ont commencé à se dire, finalement, on va peut-être regarder ça, quoi. Et donc c'est comme ça que le camp s'est réduit. À partir de septembre 2016, Paris ouvre la bulle Porte de la Chapelle, et là, négocier avec l'État. Nous, on les garde 5 jours, après, c'est à l'État de se démerder. Et là, toutes les places de CAO en France étaient réservées pour les gens qui partaient de Paris. Et moi, les gens qui voulaient sortir du camp, du coup, ils n'avaient plus de place. Donc, du coup, ils restaient là. Et comme ça arrivait, ça repartait à la hausse. Donc, au mois d'octobre, ils étaient 800 ou 900, je crois. On était repartis à la hausse. Et novembre, suppression de la jungle de Calais. Et là, on a 600 Afghans qui sont arrivés. Quand même, ce qui s'est passé, il y avait de moins en moins d'habitants. Et puis surtout, quand ils détruisent la jungle de Calais, il y a les Afghans qui arrivent et qui occupent tout ce qui constituait les bâtiments publics, les fameuses cantines. Tout d'un coup, elles sont habitées par des hommes afghans. Il y a une montée des tensions. Il y a de moins en moins de logements. Tout est beaucoup plus dense. On s'occupe mal des gens.
et c'était sciemment organisé, cette détérioration globale. Mais j'ai appris aussi plus tard par les ethnologues et les gens qui s'occupent des problèmes d'immigration depuis longtemps qu'en fait, les Afghans, ça ne vit pas bien avec les Kurdes, et que nous, c'était un camp kurde. Donc voilà, il y a eu des tensions à partir du mois de novembre-décembre 2016, tensions importantes. Je disais à l'État, mais ouvrez-nous des places pour faire partir des personnes, pour faire baisser la marmite, etc. J'en ai pas eu. Et le 10 avril, je ne sais plus quelle date exactement, le 10 avril, je crois, le camp brûle. Une dispute autour d'un jeu de ballon, et c'est la goutte d'eau qui fait exploser une situation déjà très tendue entre Kurdes et Afghans. Mais pour quelle autre raison que l'indignité ? La linière aurait-elle brûlé si la jungle de Calais n'avait pas été démantelée ? La linière aurait-elle brûlé si ces hommes, kurdes ou afghans, avaient pu circuler, travailler et se construire leur avenir par eux-mêmes, ici ou ailleurs ? Je me serais pas douté que ça prenne feu, mais je sentais qu'il y avait un potentiel que ça puisse vriller parce qu'il y avait énormément d'hommes et que il y avait énormément de conflits et que voilà, on maîtrisait pas tout entre les conflits interethniques. Et effectivement, il y avait des réseaux souterrains, il y avait plein de choses qu'on n'était pas forcément complètement au courant, avec des choses pas très nettes, quoi. Donc j'ai pensé que ça pouvait vriller, mais pas au point de foutre le feu quand même. Enfin voilà. Mais bon, les mafias, c'était pas leur intérêt que ce camp soit détruit de toute façon. Enfin, encore une fois, on laisse une situation se détériorer, on laisse effectivement, on va dire, la condition de ghetto se développer dans le mauvais sens du terme, on laisse les pouvoirs mafieux prendre la place. C'était des questions qu'il y avait au début du camp, la question de la démocratie interne, de la participation, de travailler avec les habitants. Quand on fait la maison d'information, le centre d'information avec mes étudiants, il y a une démarche de concertation avec les gens du camp. Une discussion, une exposition, enfin il y a tout un truc où effectivement il y a un dialogue qui existe, et le lieu du dialogue qui était les cantines maison, tout ça existait. Et à partir du moment où on fait en sorte que tout ça n'existe pas, effectivement ça dérive, quoi. « 1280 personnes mises à l'abri dans les gymnases de la ville et dans 2 gymnases de l'agglomération. Et en 4 jours, l'État a trouvé 1280 places pour mettre toutes ces personnes-là. J'ai eu un peu mal à ce moment-là, quoi. Parce qu'on a beaucoup donné. Financièrement, on s'en fout, mais on a donné psychologiquement, on a donné humainement, on a donné en termes de temps. C'était un moment très intense. Globalement, entre un maire et un préfet, ça marche tant que le maire a un rapport politique très fort pour lui. Mais bon, globalement, c'est un préfet a beaucoup plus de pouvoir. Et donc très très vite, ils lui font sentir... il devait négocier avec eux. Alors en plus, peut-être pas plus qu'ailleurs, mais Grande-Synthe dépend beaucoup de subsides publics. C'est une ville qui a des gros problèmes sociaux, donc on voit très bien sur quoi toutes les multiples manières qu'il y a d'exercer des pressions. Bon, et puis surtout, ça sera à la fin, où il y a juste après l'incendie, où il y a ce moment terrible où Damien Carême dit nous reconstruirons le camp. Et puis il part quelques minutes avec les 2 ministres qui disent non, le camp ne sera pas reconstruit. On voit bien les rapports de force, quoi. On a souhaité créer une espèce d'utopie, en fait, mais pas les acteurs sur place, en fait, créer une espèce d'utopie avec des conditions de vie qui sont bonnes, pas parfaites, loin de là, bien évidemment, mais qui sont bonnes, avec un accueil chaleureux à la hauteur de ce que les gens voulaient donner. Donc ça, c'était vachement important pour toutes les assos et pour tous les bénévoles qui allaient, en fait. C'était vraiment aussi ça. Et puis, donc, s'éloigner des
des problématiques d'un gouvernement qui de toute façon les refusait et donc d'une police qui était plutôt affiliée à ça et qui en dehors était un peu problématique avec certains migrants. Donc on refusait un petit peu ça. Donc cette utopie à un moment a eu peut-être aussi une limite, quoi, en fait, clairement. Mais ça après c'est mon point de vue, bien évidemment. Il y avait quand même quelque part à Grande-Synthe une forme d'utopie et de se dire on invente la ville telle qu'on la voudrait, la ville rêvée. Il y avait quand même vraiment, en tout cas à la Linière, quelque part l'idée d'inventer une ville et un quartier en tout cas qui se ferait de manière différente. C'est quelque chose qu'on a globalement rêvé et je pense que Damien Carême, plus ou moins consciemment, il le rêvait aussi. Utopia 56, ils ne portaient pas leur nom par hasard. Il y avait vraiment une dynamique d'inventer quelque chose et notamment une manière de faire la ville et ça a marché un temps. Ça me satisfaisait pas. C'était des cabanes de bois de 9 mètres carrés dans lequel il y avait un petit poêle à machin, c'était par terre c'était des terranets, enfin des cailloux damés. C'est vraiment temporaire, le temps, un sas pour aller sur autre chose, mais c'est non. Et puis que ça soit un ghetto comme celui-là ou un ghetto de personnes âgées qu'on met dans des lotissements ensemble, qui sont entre eux, ou de jeunes qu'on met d'ailleurs. Moi j'ai toujours combattu ça parce que il y a que quand on est tous ensemble, intergénérationnel, interethnique, tout ce qu'on veut, interculturel ou cultuel d'ailleurs, que ça marche. Et parce que si on fait des clans, ça ne marche pas. Donc le modèle, il n'est pas bon. Enfin, et puis c'est pas ces conditions de vie. Moi finalement j'ai rendu service à l'État en faisant ça. Pendant ce temps-là, il avait 1500 personnes en moins à s'occuper. Et ben moi je fais, c'est pas bien de faire ce cadeau. Moi c'était vraiment une solution humanitaire d'urgence. Mais elle pouvait pas rester dans le temps. C'était impensable. De toute façon, en un an, on avait vu le vieillissement du camp, quoi. Les cabanes qui étaient très, très abîmées. Enfin voilà, mais on pouvait pas garder ça. C'est vraiment peut-être encore une étape même de prise de conscience parce qu'on a essayé de faire un peu la même chose entre guillemets que ce qu'on connaissait, c'est-à-dire un camp de réfugiés, quoi, en fait, un camp de migrants. Après, sur la demande d'un espace de la mairie, mais on aurait pu peut-être avec un peu plus d'expérience ou de recul, etc., se dire non, ça sera pas ça parce que ça demandera une gestion folle, en fait. Et ça créera peut-être plus de tensions. Il faudrait faire peut-être des lieux de passage plus séparés, plus distincts, qui accueillent une plus petite population, genre des hôtels, etc. Enfin, bref, quoi. C'était comme une étape, c'est-à-dire qu'un camp, est-ce que c'est la solution pour 2500 personnes à gérer, etc. Non. Parce que moi, je préconise pas de faire des camps. Surtout pas. On a d'autres moyens. Moi, je l'ai dû le faire pour des raisons humanitaires, parce qu'il n'y avait pas de solution et qu'on ne pouvait pas laisser vivre ces gens-là. Mais jamais, je dis, il faut faire des camps. On a plein de logements vides en France, même si on manque beaucoup, il faut reconstruire. Il en faut d'autres. Et quand on a une situation d'urgence, on adapte les choses. Et puis, mais on les met dans du dur et avec des salles de bain, avec des toilettes, avec de quoi se faire à manger, avec de quoi avoir des médecins qui puissent faire des consultations, des cours de langue, du soutien psychologique. Enfin, c'est comme ça qu'on est prêt à accueillir correctement les gens. Que ça soit en nombre important, comme dans le conflit syrien ou le conflit ukrainien aujourd'hui, mais que ça soit aussi sur des gens qui arrivent régulièrement parce que la migration, elle a existé tout le temps, elle continuera à exister. Nous, ce qui est sûr, c'est que ça nous a nourris et qu'on fait les choses de manière très différente depuis. À Grande-Synthe ou à Calais, il y avait toutes ces gradations de l'espace privé vers l'espace public qui étaient définies en fonction des besoins et qui généraient beaucoup d'urbanité. Je refuse les ghettos. Et je connais trop les travers après de parler de, comment c'est le grand mot à la mode, de la mixité sociale. Ça s'impose pas, la mixité sociale. Ça se construit. Et là aussi, c'est ce qu'il faut en fait pour que ça se passe bien, c'est ce qu'il faut. Mais typiquement, encore une fois, Grande-Synthe par exemple était une ville d'accueil. Ils repartent de pratiquement zéro après la guerre, donc c'était une ville qui se constituait elle-même d'apports successifs de gens de toutes origines. Par contre, comme je vous en parle, encore une fois, c'est vrai qu'on comprend que tout ça ne pouvait n'exister qu'à Grande-Synthe. Et que ce qui s'est passé, c'était vraiment le produit d'une histoire, d'une géographie et d'un moment politique, bien sûr, quoi.
moi je me bats au Parlement européen qui est un peu plus progressiste que le Conseil, mais ça devient dur. Et puis là, moi je me sers aussi du conflit ukrainien, quoi, de ce qui vient de se passer avec les Ukrainiens. On vient d'accueillir 5 millions de personnes. Ça a posé de problème à qui? À qui? Personne. Bah alors? Moi, j'étais assez déstabilisé parce qu'on avait mis au point toute cette pensée, et puis tout d'un coup, on voit les Ukrainiens qui arrivent, et tout d'un coup, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on se dit, on a inventé plein de trucs, en fait, il n'y avait pas de problème. S'il y a de la bonne volonté, il n'y a pas de problème. Alors ça, c'est vrai que moi je suis un peu déstabilisé depuis. C'est-à-dire qu'il y avait cette idée qui me plaisait beaucoup de se dire à travers ça on peut inventer une manière renouvelée de faire la ville, qui soit plus écologique, plus démocratique, etc. Quelque part ça demeure, ces notions-là demeurent, mais oui, l'accueil c'est quand même avant tout une question politique. On montre qu'on est capable de le faire. Alors on n'est pas bon, hein. Par exemple la France, sur les 100 000 Ukrainiens qui ont été accueillis, la plupart c'est chez les habitants quand même, hein. Parce que l'État n'est pas à la hauteur, n'a pas les infrastructures, n'a rien anticipé, il ne veut pas s'en occuper, il refuse de s'en occuper. C'est son choix, mais il y a d'autres choix possibles, hein. Il y a d'autres choix possibles. C'était Naissance et embrasement du premier camp humanitaire d'urgence en France, deuxième partie. Avec Cyril Hanap, architecte et enseignant à l'école d'architecture de Paris-Belleville, Damien Carême, député européen et maire de Grande-Synthe jusqu'en 2019, et Angélique Muller, coordinatrice des activités de MSF à la Linière jusqu'en avril 2016. Entretien et réalisation, Samantha Morin.